Madame, Monsieur, merci à vous tous de suivre LCF en ce moment et de vous intéresser à un œil sur l'actualité. Cette émission qui revient sur les grands sujets qui font l'actualité au cours de la semaine. Et cette semaine est effectivement chargée en sujet d'actualité. D'abord, la proposition de loi introduite par l'ANC et l'ADI à l'Assemblée nationale qui était en étude ce vendredi à la commission des lois. Eh bien, il faut dire le chemin s'arrête là puisque la commission des lois a refusé d'aller plus loin que ça. Nous parlerons également dans cette émission du remplacement, je préfère utiliser ce mot, de Adji Otet Ayassor au ministère de l'économie et des finances. Et nous reviendrons également sur l'affaire des Panama Papers à la togolaise. Tout cela, nous verrons avec notre invité qui n'est plus à présenter, Éric Dupuis. Merci d'accepter l'invitation. Bonjour, monsieur Niaoui. Merci. Vous êtes secrétaire national à la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Et on va aller tout de suite à Éric Dupuis dans le vif du sujet parce que tout le monde a suivi, les réseaux sociaux sont revenus largement là-dessus, sur ce qui s'est passé à la commission des lois ce vendredi. Ça concerne la proposition que votre parti et l'ADI ont introduite à l'Assemblée. Alors dites-nous, comment est-ce que c'est un Éric Dupuis qui est révolté aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'il faut être naïf que de croire que le RPT Unir que nous connaissons depuis des années pouvait faire autre chose que cela. Je ne suis pas parlementaire, mais en tant que cadre du parti, je suis informé de ce qui s'est passé à la commission des lois hier. Vous savez, le RPT Unir ne veut pas, et nous le disons toujours, ne veut pas les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales telles que prévues par l'accord politique global. Et nous comprenons très bien qu'il est difficile que ce parti, si, en toute conscience, la branche sur laquelle elle est assise depuis plus de 50 années. Il faudrait que les populations togolaises comprennent ce qui s'est passé exactement hier. Quand nos députés étaient arrivés à la discussion, le RPT Unir a reproché à l'opposition de ne pas avoir cherché le consensus au préalable avant l'introduction de la loi. Les députés de l'opposition ont cherché à leur expliquer que c'est en étudiant la loi ensemble dans la commission des lois qu'on va trouver le consensus, ce qui est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas trouver un consensus si vous ne discutez pas de la chose. Il faut déjà un dialogue entre les partis pour qu'on trouve un consensus. Un consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le consensus, on a concédé. Il va falloir que chacun concède, fasse un pas vers l'autre pour qu'ensemble, on se mette d'accord pour trouver une solution à un problème donné. Vous demandez au préalable un consensus. Un consensus sur quoi? Vous refusez de débattre de la proposition de loi. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas trouver de consensus. C'est exactement la même chose qui s'est passé à ce qu'on avait appelé Togo Telecom. On est arrivé pendant les 4 jours, 5 jours passés là-bas. Le RPT Unir s'est mué dans un silence assourdissant et au bout de quelques jours a plié bagage en disant c'est clos, la discussion est terminée. La technique de négociation du RPT Unir, c'est une technique de négociation de mafieux. Excusez-moi le terme. C'est-à-dire, on impose la force aux faibles. On arrive, on dit, bon, ok, qu'est-ce que vous nous donnez? Mais qu'est-ce qu'on vous donne? Pourquoi? Contre quoi? Vous ne voulez pas le dire. Vous dites, mais vous, qu'est-ce que vous nous donnez? Et ça, tout à l'heure, on va en parler dans l'histoire de Wassem. On va en parler parce que j'ai l'impression que c'est la même négociation que ce régime a avec les investisseurs qui viennent chez nous. Quand un investisseur vient pour faire une opération commerciale, on lui dit, au lieu de chercher à comprendre quel est l'intérêt financier pour nous, à travers par exemple la fiscalité, les recettes fiscales, quel est l'intérêt pour nous à travers la main-d'œuvre, c'est-à-dire le travail de nos concitoyens, quel est l'intérêt pour nous à travers les taxes locales pour le développement local? Non, on demande
Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous donnez d'abord? On en parlera tout à l'heure. Donc cette discussion d'hier a été une discussion, mais sans but, sans sens. Parce que le RPT Unir est venu pour dire non. Et d'ailleurs, l'un des députés a déclaré que la proposition de loi de l'opposition était un piège destiné à démasquer le RPT Unir et à jeter le RPT Unir à la vindicte populaire. Mais que diantre? Vous êtes majoritaire, très largement majoritaire, à l'Assemblée nationale, avec 61 députés sur 91. C'est énorme. En plus de ça, votre président, le chef de l'État, Fonia Sibé, vient d'être élu il y a à peine un an, à près de 60% de suffrages exprimés. Et vous avez encore peur de cette population. Il faut marcher sur la tête pour pouvoir exprimer de telles analyses. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que nous tirons comme conclusion de cette mascarade d'hier, c'est que, pour une fois encore, le RPT Unir vient de nous prouver qu'il n'est pas du tout dans leur intention d'organiser dans ce pays des discussions sérieuses sur les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Conformément à l'accord politique que nous avons signé en 2006. Alors, mais ce qui est grave encore dans cette histoire, les députés du RPT Unir qui ont signé un document il y a 2 ans, ici à Lomé, 2014, des recommandations du CIP, du CIP, la commission, le comité interparlementaire de l'UEMOA disait précisément qu'il faudrait faire en sorte que dans les pays de l'UEMOA, il y ait la limitation des mandats à 2. Et il faudrait que dans tous les pays de l'UEMOA, les élections se fassent de manière consensuelle et transparente. Mais que faisaient nos députés à cette assise qui a eu lieu à Lomé? Est-ce qu'on peut accepter qu'on appelle encore ces députés honorables quand on est incapable de respecter sa parole et ses engagements? Alors, M. Dupuy, on va prendre les choses une à une. Vous avez dit à l'entame des discussions en commission des lois que les députés de UNIR ont dit qu'il n'y avait pas eu de négociation préalable. Est-ce que, en la matière, ces députés n'ont pas raison? Lorsqu'on introduit une proposition quelconque, il faut prendre langue d'abord avec ceux qui sont censés soutenir ce texte. Qui vous le dit? Ça se passe comme ça dans tous les parlements du monde. On discute. Et moi, je vous dis que sur le sujet, j'ai déjà posé la question au professeur Gogué, qui m'a rassuré au moment où le test était introduit le 29 juin dernier, qui m'a rassuré que la diplomatie de couloir allait être faite. Je ne suis pas M. Gogué. Je suis Éric Dupuy de l'ANC. Je ne sais pas ce que M. Gogué a fait, donc je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Mais je peux vous dire, pour avoir vécu très longuement à l'étranger, que cette affirmation est totalement gratuite. La loi dit, la loi est claire, que quand on a un certain nombre de députés, on est en droit de faire des propositions de loi. Dans la mesure où le quorum a été réuni, il est dans notre devoir, il est de notre devoir de faire cette proposition de loi. Vous savez, la dernière fois, il y a une proposition de loi venant du gouvernement en France sur l'emploi. La loi El Khomri. Voilà. Et cette loi a été combattue par qui? Par les propres députés du Parti socialiste. Alors, on n'avait pas pris a été obligé d'utiliser le 49.3. On n'avait pas pris langue avec ce parti avant de venir à l'Assemblée nationale. Le débat était houleux. Ça a duré près de 6 mois avant que tout dernièrement cette loi soit votée. Ce n'est pas une réalité. Respectons la loi. Oui, mais ce n'est pas une réalité, mais dans les faits, la pratique parlementaire ou la pratique politique, vous ne pouvez pas le généraliser. Que vous puissiez discuter d'abord en amont, faire de la diplomatie de couloir, rencontrer ces gens, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce test, quelles sont les concessions possibles qu'on peut faire avant que le test ne soit amené en commission des lois. Pourquoi il y a une commission des lois?
Ce que vous dites se passe à la commission de loi. Oui, mais ce que vous dites, c'est comme si vous venez, vous déposez un test et vous dites, bon, on attend la commission des lois, on ne discute pas, on ne fait rien. Quel est le rôle de la commission des lois? Oui, mais même si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas expressément écrit dans un test, est-ce que la pratique politique ne veut pas que vous puissiez discuter? Monsieur Niaoui, je n'aime pas les polémiques inutiles. Respectons les procédures. La commission des lois, les commissions de l'Assemblée nationale servent justement à ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est là où il y a des négociations. C'est là où il y a l'étude du dossier. Et chaque partie donne les raisons pour lesquelles on vote ou on ne vote pas. Et puis après, il y a un rapport qui est fait. Je vous signale que les commissions, c'est à huis clos. Ce n'est pas ouvert aux populations. Et c'est au terme des discussions dans les commissions qu'un rapport signé par le bureau que ce dossier va à la plénière où les discussions ont lieu ouvertement devant le peuple togolais. Est-ce qu'on a besoin encore de faire des discussions de couloir quand on sait que la même loi, avec les mêmes termes pratiquement, a été envoyée par le gouvernement à cette Assemblée nationale en 2014. En 2014, et c'est le RPT UNIR qui a rejeté cette loi. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un précédent qui devrait vous amener à discuter avec ces gens-là? Parce que vous savez que de toutes les façons, vous avez besoin d'eux pour que ça passe. Mais la démocratie, elle sert à quoi? La démocratie, elle sert à la liberté de discuter. Ce débat dont vous parlez, pourquoi se priver de l'avoir au sein de la commission des lois et puis à la plénière? On peut avoir des débats. On ne peut pas craindre un débat républicain à la plénière. Si le RPT UNIR dit que c'est parce qu'on veut les jeter à la vindicte populaire, c'est parce que le RPT UNIR ne veut pas débattre publiquement de ces choses-là. Bon, jusque-là, ils n'ont pas dit ça, mais nous sommes en amont. La première condition qu'ils avaient posée, parce que moi j'ai eu à parler avec des députés au téléphone, juste que je n'ai pas voulu faire passer le son, mais la première condition, vous l'avez vous-même dit, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Ça veut dire que cela aurait été fait, que les choses se seraient passées autrement. Monsieur Niaoui, moi l'information que je donne, je la tiens du président national Jean-Pierre Fabre, des députés de l'ANC, de la présidente du groupe parlementaire ANC, et je n'accepterai pas que vous puissiez mettre mes propos en doute face à une hypothétique communication téléphonique que vous aurez eue avec tel ou tel député du Parti UNIR. Non, je n'ai pas mis vos propos en doute, mais là je suis en train, je suis là dans mon rôle de journaliste. Lorsqu'il se passe une actualité, je suis aussi en droit d'appeler des gens pour avoir des informations. Et là, vous-même vous l'avez dit en entame que UNIR vous a dit au début qu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Non, je n'ai pas dit cela. Je dis que... Vous avez dit ça au début de vos propos. Monsieur, je répète mot pour mot ce que j'ai dit. Je dis que le RPT UNIR a reproché, mes termes sont bien posés, a reproché à l'opposition de ne pas avoir cherché le consensus avant de déposer la proposition de loi. Et j'ai ajouté, comment peut-on trouver un consensus sans discuter au fond du sujet? Et je vous ai rappelé que lors de la réunion de Togo 2000, Togo Télécom 2000, ça a été la même démarche. C'est passé là-bas. Mais là, donc, ça veut dire que ce que UNIR est en train de dire, le consensus dont UNIR parle, ce n'est pas à la commission des lois qu'il faut la trouver. Il faut la trouver où? En amont. Il faut la trouver où? Il faut déjà discuter vous me semblez pour être bien informé. Pour il faut la trouver où? Non, c'est-à-dire, ce que UNIR est peut-être en train de vous dire, c'est qu'il fallait discuter d'abord. Il fallait venir faire ce qu'on appelle peut-être en politique de la diplomatie de couloir, s'entendre sur l'essentiel avant de venir à la commission des lois. Qu'est-ce que nous avons fait à Togo 2000? Togo Télécom 2000, qu'est-ce que nous avons fait? Vous parlez là de quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Mais là, aujourd'hui, un nouveau fait est arrivé. Parce que vous avez repris les mêmes tests. C'est peut-être l'article 38 qui a été ajouté. J'ai l'impression que vous ne voulez pas écouter. C'est article pour article que vous avez repris. Donc, si le même test a été rejeté il y a 2 ans, et qu'aujourd'hui, ce même test revient, ça veut dire que la procédure aurait dû changer.
J'ai l'impression qu'on va dans des discussions qui ne permettent pas aux populations de bien comprendre la situation. Je crains, hein, je crains. Il y a une chose, c'est que le consensus, on l'a cherché dans ce pays à plusieurs reprises. Jean-Pierre Fabre est allé voir Fonia Sibé pour lui dire qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter des conditions de négociation pour aboutir à un consensus en vue de régler définitivement ce problème des réformes. Monsieur Fonia Sibé lui a répondu que le consensus doit se trouver à l'Assemblée nationale. Et Jean-Pierre Fabre lui a dit que l'Assemblée nationale n'est pas le lieu du consensus. Que le consensus devait se trouver en amont, avant. Entre les partis politiques. Avant d'aller à l'Assemblée nationale. Et Fonia Sibé lui a dit que non. Alors, vous voulez qu'on recommence toujours les mêmes choses qui n'aboutissent à rien? Je suis dans le cadre parlementaire, je parle entre les députés eux-mêmes. Mais vous croyez que des discussions n'avaient pas lieu avant la première, l'introduction des lois? Vous pensez qu'on n'avait pas discuté? Et puis, quand on avait discuté de la loi, la proposition qui avait été faite par le CAR, ADI et l'ANC, la proposition de loi, elle s'est arrêtée où? À la commission des lois. Et pourtant, il y a eu de longues discussions. Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? 1 an. Et vous voulez qu'à chaque fois, on entame des discussions avec des gens qui ne veulent rien entendre. Je vous ai dit que leur stratégie est simple. Au lieu d'aller au fond du dossier en disant « ça nous voulons, ça nous ne voulons pas », ils vous disent « qu'est-ce que vous nous concédez ?» Ce n'est pas des négociations. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je veux négocier avec vous sur la valeur de cette bouteille d'eau, je vous l'ai dit, monsieur Niaoui, je vous la propose à 1000 francs. Vous allez me dire, ah non, compte tenu du facing, compte tenu de la présentation de la bouteille, je ne peux pas l'acheter à tel prix. Et nous allons négocier pour pouvoir trouver un prix qui nous convienne à nous deux. Mais si vous me dites tout de suite, moi, je ne veux pas donner de plus combien vous me l'offrez, il n'y aura pas de consensus. Je suis obligé de baisser le prix si j'ai envie de vendre pour que tu l'acceptes. Et c'est ce que nous reprochons à nos amis du CAR, de APT Unir. C'est ce que nous leur reprochons. Dites-nous ce que vous voulez. Si demain, le APT Unir nous dit clairement que ce que nous attendons, c'est un mandat ad vitam aeternam de Fonia Sibé, on va en débattre. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais dit. Mais je suis persuadé que c'est ce qu'ils ont derrière la tête. Que Fonia Sibé doit rester au pouvoir comme son père jusqu'à la fin de sa vie. Et ceci, dans leur tête, n'est pas négociable. Ça, ils ne l'ont jamais dit. C'est ce que je vous dis. Je dis que c'est ce qu'ils veulent. Je dis, si tel est le cas, qu'ils nous le disent et qu'on en débatte. Peut-être que là aussi, il va falloir trouver un consensus là-dessus. Ah, voilà. Nous sommes prêts à trouver un consensus, même sur l'inacceptable, dans la mesure où on nous explique le pourquoi et le comment. Si la population veut, vous savez, ça s'est passé en Afrique centrale, avec Bokassa, qui s'est imposé aux populations centrafricaines comme empereur. On a vu comment ça s'est terminé. Alors, en outre, il semblerait que UNIR ait aussi reproché à l'ANC de ne pas avoir participé à l'atelier du HCRUM qui a débattu des questions de réforme sur un plan beaucoup plus large. Et que l'argument de UNIR, c'est que aujourd'hui où l'ANC veut, ou l'ANC l'a dit, veulent qu'il y ait une limitation de mandat, une élection à 2 tours, afin que quelques articles de la Constitution soient revus, alors que l'atelier a proposé une refondation totale de cette Constitution. Alors, venant de parlementaires, je suis un peu surpris. C'est pathétique de la part de la représentation nationale que de renvoyer à une commission ad hoc l'analyse des questions importantes de notre pays. Je trouve ça pathétique. Mais sur le fond des arguments qui sont avancés. Je vous dis, je trouve ça pathétique. C'est l'Assemblée nationale, les élus de la nation, qui normalement
devrait se charger de telles analyses. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Fabre, en écrivant à Madame Awanana, a été clair qu'en aucun cas, la mission de la CVJR et du H-Kroun n'est d'opérer les réformes. Et ça, le Monseigneur Bariga l'a souligné à l'ouverture. Awanana ne s'est jamais également prévalu du droit d'opérer les réformes. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui normalement devait réfléchir à ça, parce que, in fine, c'est elle qui va voter les lois, dit au préalable, il faut aller donner ça à une autre structure de réflexion. Parce que, à l'Assemblée nationale, les gens ne sont pas capables d'une réflexion sereine. C'est ce qui veut dire. Si eux, ils ne sont pas capables d'une réflexion sereine et responsable, l'opposition est capable d'une réflexion sereine et intelligente. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le RPT UNIR s'imagine qu'elle a le droit de s'ingérer dans tout ce qui se passe dans ce pays, y compris la stratégie interne d'un parti politique. L'ANC est un parti politique responsable. Elle n'a pas de leçons à recevoir de RPT UNIR. Si le RPT UNIR se permet de telles considérations, je vais poser une question au RPT UNIR aussi. Depuis que le RPT UNIR est constitué, est-ce qu'ils ont fait un congrès? Est-ce qu'ils ont un bureau? C'est toujours le bureau provisoire. Si un parti politique de la même manière était constitué dans ce pays, on l'aurait interdit depuis. La loi doit être générale et identique pour tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous-même, vous ne respectez pas la loi, ne cherchez pas à donner des leçons aux autres. Maintenant, si le fond de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire à l'atelier du H-Kroun, les discussions ont abordé les questions de réforme d'une manière beaucoup plus large que ce que proposait la proposition de loi. Beaucoup plus large. Vous savez, ils ont dit qu'ils vont proposer bientôt une nouvelle constitution. Qui est-ce qui va réfléchir à ça et quelle nouvelle proposition? Dans le cas actuel, dans la composition actuelle de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir le quorum nécessaire pour pouvoir faire voter cette constitution? Il y a toujours la voie référendaire. Ça, je pose une première question. La deuxième question, si ils comptent sur la voie référendaire, les consultations référendaires, elles seront organisées par qui? Par le RPT UNIR, qui a toujours fraudé dans ce pays. Depuis, on se souvient de 98, présidé par Awanana. On se souvient de 2010, de 2015. On se souvient de 2005. On se souvient de 2003. Et aujourd'hui, la CENI bancale qui est là, où l'opposition n'est même pas représentée, ce sont ces gens-là qui vont organiser une consultation référendaire pour encore nous imposer une constitution inique, rejetée par plus de 80% de la population togolaise. C'est ça que nous voulons. Si c'est ça que nous voulons. La constitution n'est pas encore faite, on ne peut pas dire qu'elle est rejetée. Elle n'est pas encore faite. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement. J'ai suivi votre raisonnement. Je n'ai pas dit que la constitution est rejetée ou sera rejetée. J'ai dit que si on doit passer par la voie référendaire, est-ce qu'on doit faire confiance à la structure qui gère les élections aujourd'hui au Togo, la CENI, la Cour constitutionnelle telle qu'elle est composée? Qui est-ce qui nous donnera la garantie que les populations togolaises aient voté réellement pour cette nouvelle constitution? C'est une question que je pose et cette question est très importante. Parce que le fondement, ce que nous demandons depuis des années au Togo, les réformes. Pourquoi nous demandons les réformes? Parce que nous considérons que les élections telles qu'elles se passent au Togo ne permettent pas l'alternance politique. Donc, il y a des réformes à faire. Les réformes constitutionnelles,
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est l'important dans les réformes constitutionnelles? La limitation des mandats, aujourd'hui, c'est la base partout en Afrique et dans le monde. Le mode de scrutin. Le mode de scrutin à 2 tours, uninominal majoritaire à 2 tours, c'est la même chose partout dans le monde sauf au Togo. La déclaration des biens des premiers responsables. Est-ce que ça, c'est un problème grave, un problème qu'on ne peut pas régler dans notre pays? Les réformes institutionnelles, je vous ai parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle, je vous ai parlé de la CENI, la HAC, pour qu'il y ait une transparence dans les élections. Les réformes électorales, notre loi électorale ne tient pas debout. C'est un ramassis d'accords de ceci ou de cela. Aujourd'hui, quand on lit bien, et d'ailleurs, M. Hérault, un technicien européen est venu, a dit que notre code électoral est en violation permanente de la Constitution. Si on doit appliquer le code électoral tel qu'il est, on viole la Constitution. Parce qu'à chaque fois, on a rajouté des choses, on a enlevé des choses, on a signé des accords, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça nous crée plus de problèmes qu'autre chose. Est-ce que ce n'est pas aussi pour tout cela qu'il faut repenser d'une manière générale les lois, enfin la Constitution et les autres lois, faire une refondation générale? Mais cela s'impose. Cela s'impose, mais avant cela, il y a la base. Je vous ai dit tout à l'heure que le CIP était à Lomé il y a 1 an et demi, et que leur conclusion, c'était que dans tous les pays africains, il y a certaines choses à faire. Vous pensez aujourd'hui que, enfin, dans le cadre de la refondation que l'on propose, que UNI propose, est-ce qu'on peut faire une constitution? Non, enfin, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut faire une constitution sans y insérer les éléments que vous nous avez cités, c'est-à-dire limitation de mandat, élection à 2 tours, par exemple? Je ne sais pas. C'est-à-dire, voilà, vous me posez une question. Parce qu'au niveau du Ashroun, tout le monde est parvenu à cette conclusion qu'il faut limiter le mandat, qu'il faut des élections à 2 tours. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez lu la conclusion? C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été dit au niveau du Ashroun. Monsieur Niaoui, il y a eu un rapport qui a été fait par le Ashroun. Est-ce que vous l'avez lu? Je vous dis que c'est ce qui a été dit. Non, là. Moi aussi, j'ai entendu des sons de cloche. Je dis, est-ce que... Nous avons reçu dans cette émission et dans d'autres émissions des participants à ces travaux. Nous avons vu des brèves conclusions des travaux. Tout le monde est parvenu à la conclusion que au Togo, le mandat doit être limité à 2 et que les élections doivent être à 2 tours. Monsieur Niaoui, moi aussi j'ai cette information-là. La question c'est-à-dire vous en doutez ou quoi? La question que je pose. Le problème, c'est que si vous me posez des questions, je ne suis pas à même de répondre, puisque c'est moi qui vais les poser. Les questions. Vous donnez des affirmations qui ne me satisfont pas. Ce qui me satisferait, c'est que Mme Awanana publie le rapport qui a été déposé sur la table du chef de l'État. Là, le peuple togolais serait situé sur le fond. Ils nous ont dit qu'ils sont en préparation pour sur le fond de ce dossier. Vous savez que dans ce pays, il y a eu un rapport qui a été fait par le CNDH et qu'en définitive, ce qui a été publié n'était pas du tout conforme avec ce que M. Kounté avait signé. Aujourd'hui, ça lui a valu l'exil. Donc, je suis très méfiant quant au contenu des rapports. Je sais, pour avoir écouté plusieurs personnes qui ont participé à cette assise, que, d'une manière générale, tout le monde est convenu de la nécessité de la limitation des mandats à 2 ans, de la transparence des élections, du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, et que les réformes devraient être menées par les partis politiques et de manière consensuelle. Si tout ça est réuni, déjà il va falloir réunir les partis politiques pour chercher le consensus sur les propositions de loi avant de penser même à écrire une nouvelle constitution. Parce que si on doit respecter ce souhait de cette assise, qui est le consensus entre les partis politiques, il faut déjà ouvrir le débat. Pour que les partis politiques, notamment celles qui sont représentées à l'Assemblée et les autres,
puisse dire, voilà notre proposition, voilà notre proposition. Il faudrait que nous trouvions le fameux consensus. Or, aujourd'hui, la démarche telle qu'elle est annoncée par les députés RPT Unir hier, telle qu'ils l'ont exprimé hier, ça n'a pas du tout cette connotation, puisque c'est de manière lapidaire qu'ils ont dit à nos députés, vous allez voir, il va y avoir une nouvelle constitution. Il va y avoir une nouvelle constitution. Si cette constitution doit être proposée, il va falloir qu'on en discute un jour. Or, je n'ai pas l'impression que ça soit dans leur tête, cette démarche préconisée par l'assise, l'atelier du HCROUM. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce qu'on ne peut pas dire, mais on rejette votre proposition de loi, de toute manière, nous avons une constitution, une nouvelle constitution. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une nouvelle constitution si cela n'a pas été discuté. Vous reprochez à l'opposition de ne pas avoir trouvé de consensus en amont et vous vous targuez, vous, d'avoir une constitution à imposer sans en avoir discuté avec l'opposition. Bon, jusque-là, ce n'est rien d'officiel. Ils n'ont pas déposé une constitution qui n'est pas encore fait l'objet de discussion. Je prends au sérieux ce que les élus de la nation disent. Nous n'étions pas là-bas. Écoutez, je suis un homme politique. Oui. Hier, j'ai participé à un compte rendu de mon parti et je prends pour mot ce qui m'a été rapporté par les cadres de mon parti qui sont députés à l'Assemblée nationale. Alors, où réside aujourd'hui votre crainte? C'est-à-dire, vous avez l'impression que UNIR est dans une logique d'imposer une constitution toute faite? Je n'ai pas de crainte. Je dis tout simplement que quand on se bat contre une dictature telle que celle qui régente ce pays depuis plus de 50 ans, un parti politique n'a pas les moyens de la lutte. Et il faut que les populations prennent conscience qu'il n'y a qu'elles seules qui peuvent exiger les réformes, qui peuvent exiger la transparence dans la gouvernance dans ce pays. Alors comment va se faire cette prise de conscience? Parce que apparemment, beaucoup disent que les populations semblent désabusées. Les populations ne sont dans pas la chose politique. Je ne pense pas que les populations soient désabusées. Le rapport du clergé, la lettre pastorale la dernière fois, disait au début de son texte que le clergé s'étonnait de la léthargie dans laquelle est plongé le peuple togolais. Aujourd'hui, le travail qui incombe aux partis politiques, notamment celle de l'opposition, c'est d'aller vers cette population et lui expliquer exactement ce qui se passe dans notre pays. Et de lui dire qu'il n'y a que lui seul, qui a le pouvoir de faire comprendre à M. Faurien Sibé et au régime RPT Unir qu'il y a nécessité absolue de mener les réformes conformément à la signature de l'accord politique global qui a eu lieu le 20 août 2006, c'est-à-dire bientôt 10 ans. Qu'est-ce qu'elle peut faire? On a vu dans le monde entier que chaque fois que le peuple... Pensez à un soulèvement populaire? Moi, je ne parle pas de soulèvement populaire. Je dis chaque fois que... Je ne suis pas pro-Erdogan, mais la dernière fois, le coup d'État militaire contre le président Erdogan, il a suffi que les populations se lèvent, ce n'est pas un soulèvement populaire, pour mettre un terme à un coup d'État militaire. Moi, je trouve que ça a été un exemple. Je suis très réservé quant à la politique de M. Erdogan. Je suis très réservé. Mais cette promptitude de la population à dire « nous ne voulons pas cela », je pense que les Togolais en sont capables aussi. Maintenant, il reste quelqu'un pour les mobiliser. Je pense que ce n'est pas quelqu'un pour... Aujourd'hui, est-ce que le débat ne tourne pas plutôt sur un manque de leadership des tenors de l'opposition? Non, ce n'est pas ça. Parce que vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui la scène politique, surtout l'opposition, c'est plus les déchirements internes, etc., qui plombent le débat. Je ne sais pas ce que vous appelez déchirement interne. Moi,
aujourd'hui... D'abord, au sein d'un même camp, on se déchire, et puis entre opposants, c'est la même chose. Vous avez entendu l'ANC... Je ne parle pas de l'ANC, mais vous suivez la scène, vous savez nous, on ne les choses qui se passent sur la scène politique. Cela. Si vous m'avez écouté sur les autres chaînes, j'ai eu à dire à maintes reprises que il faut que chaque parti de l'opposition, il n'y a pas que les partis politiques, même la société civile, il faudrait que ceux qui veulent l'alternance politique, ceux qui veulent les réformes au Togo, il faudrait qu'on s'impose d'aller vers les populations pour leur parler de la nécessité de leur intervention, de leur poids, pour que les réformes se fassent rapidement. Et je dis, vous parlez de déchirement, si sur le terrain, nous voyons que tel parti ou telle association a le même langage que nous, a le même objectif que nous, bien sûr que nous travaillerons ensemble pour pouvoir obtenir ce que nous attendons de cette population. Mais si le terrain, nous avons des langages divergents et des propositions totalement opposées, il va de soi que nous ne pourrons pas travailler ensemble. Vous savez, l'union de l'opposition n'a pas de sens aujourd'hui. Quand vous parlez des déchirements, quand on entend certaines révélations, on se dit, mais dans quel pays sommes-nous, hein, on fait le jeu du pouvoir de notre adversaire commun. Et c'est triste. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Oui, justement. Et que nous devons tous, pas nous réunir, nous devons tous nous déployer sur le terrain pour sensibiliser nos populations, pour dire à nos populations que sans vous, il n'y aura pas d'alternance politique au Togo. Sans vous, il n'y aura pas les réformes telles que vous le souhaitez. Sans vous, la famille Gnassingbé va régenter ce pays encore pendant 100 ans. Alors, vous vous rappelez la parole d'un chef d'État emblématique qui disait que quand la maison de votre voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Aujourd'hui, certains partis politiques, enfin un parti important de la scène se déchire entre deux responsables éminents. Est-ce que le chef de file de l'opposition n'a pas un rôle quelconque à jouer là-bas pour ramener la sérénité dans ce camp? Ce n'est pas le rôle de chef de file de l'opposition. Le rôle de chef de file de l'opposition, c'est de... réunir l'opposition? De relever face au régime, parce que nous sommes des opposants. Hein. Nous sommes des opposants, c'est-à-dire que nous nous opposons à l'action gouvernementale. Donc, c'est de coordonner cette opposition-là, c'est tout. Et d'ailleurs, si on regarde bien la loi portant statut de l'opposition dont parle la loi, c'est l'opposition parlementaire, malheureusement. Nous ne sommes pas d'accord, nous l'avons critiqué à l'époque. Mais la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Mais là, c'est en l'occurrence un parti parlementaire qui a des problèmes. Maintenant, les problèmes, vous savez, quand il y a des problèmes dans un couple, il faut toujours éviter de s'immiscer dedans. Mais il faut forcément une intervention externe pour résoudre le problème. Je n'ai pas terminé, vous allez un peu trop vite pour moi. Il faut éviter de s'immiscer dedans. Sauf si l'une des parties vient vous solliciter. Et je dis souvent que moi, je n'ai pas une nature de juge. Je ne suis pas un juge. Et je ne porterai jamais un jugement sur des choses comme ça. Tout ce que je pourrais dire, c'est d'essayer de concilier les points de vue. Vous savez, je suis un ancien de l'UFC. Nous avons connu cela en 2010. Et le gouvernement avait pris fait et cause pour le reste de l'UFC dirigé par M. Gilchrist Olympio. Personne n'est intervenu, bien au contraire. Certains partis politiques ont cherché à profiter de cette division pour faire disparaître totalement l'ANC. Et quand, le 10 octobre 2010, nous avons créé l'ANC, certains de nos amis du FRAC nous ont quittés. Parce que ils pensaient que l'ANC disparaissant, les ténors de l'UFC que nous étions, nous allions quitter le terrain politique. Mais malheureusement pour eux que nous sommes des gens avisés, aguerris en politique depuis tant d'années, et que très rapidement nous avons fait de l'ANC le premier parti de l'opposition togolaise.
Et donc aujourd'hui, tout cela vous fait dire que vous ne pouvez pas vous immiscer dans cette Non, guerre. non. Mais ce que je trouve malheureux, là, c'est à titre personnel. Ce sont certaines révélations qui sortent qui sont vraiment malheureuses. Elles sont vraiment malheureuses. Quand j'entends un haut responsable d'un parti ami donner les vraies raisons du boycott de 2015, je me dis que l'honnêteté politique est gravement écornée. Et quand j'entends dire que certaines accusations contre mon parti étaient fallacieuses, volontairement organisées, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'ensemble, nous avons cherché... Porter la même cause. Ensemble, nous avons cherché à réunir nos deux partis, deux regroupements de partis, le FRAC et Arc-en-Ciel. Ensemble, nous avons réfléchi pendant des semaines dans ce qu'on appelait le conclave. Le conclave. Ensemble, nous avons réfléchi à une candidature unique. Et si ces révélations sont exactes, on est en droit de se poser des questions très sérieuses sur ce que les populations ont voulu de nous, c'est-à-dire l'union de l'opposition, puisqu'on sait, on ne savait pas à l'époque que nos amis avaient des problèmes aussi profonds et qui pouvaient justifier de telles attitudes. Je ne porterai pas de jugement. Je ne porterai pas de jugement. Et si ces révélations sont exactes, je pèse mes mots, ça me poserait de gros problèmes, à moi, Éric Dupuis, parce que je suis un homme fondamentalement sincère et franc. J'ai basé toute mon activité politique sur l'honnêteté intellectuelle. Je dis haut et fort ce que je sens et que je pense vrai, mais par des calculs politiques. Essayer de nuire à mes amis, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Alors, je préfère vous dire la vérité, que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plan en face, plutôt que de vous faire porter des chapeaux qui ne sont pas à la taille de votre tête. Alors, on va, dernière question pour quitter le sujet des propositions. Aujourd'hui, on a vu la commission de loi mettre fin au parcours de ce test-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre ce que annonce UNIR, ou bien vous allez encore prendre une nouvelle initiative? Vous savez, hier, à la fin de la réunion, j'ai discuté avec nos députés, c'est mon rôle, hein. Et en plus de ça, le président national de l'ANC a fait l'exposé de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à Cap 2015, puisque nous travaillons dans un groupe, et j'accompagne M. Fabre dans cette réunion. Donc on en a débattu au sein de Cap 2015, et maintenant le débat va continuer au sein du comité politique de l'ANC et également au sein de la direction des divers partis qui composent Cap 2015. Je pense que très rapidement, une attitude commune sera dégagée pour les jours et les semaines à venir. D'accord. On va passer au second sujet. C'est dans un tout autre registre, le remplacement du ministre de l'économie et des Finances Adji Otet Ayassor, l'argentier du Togo, en poste depuis 2007. L'année prochaine, il aura atteint 10 ans au gouvernement, donc il ne réussira pas ce pari-là. En tout cas, il a été remplacé, c'était le lundi dernier, par Sani à la tête de ce ministère. Un remplacement que beaucoup ont salué. C'est quand même étonnant, hein, Éric Dupuis, qu'un ministre soit remplacé et que des gens se réjouissent. L'ANC ne s'est pas réjoui du remplacement de M. Ayassor. Vous suivez un peu les réactions, c'est un peu l'euphorie, la joie sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on suit l'actualité,
ce remplacement était plus visible depuis quelque temps. Les déclarations de certains ambassadeurs au Togo laissaient entendre quelques agacements. Oui. On ne va pas citer les cas, mais quand on fait attention aux faits et dires de certaines personnes, on pouvait supposer que certains ministres étaient dans le collimateur et que des pressions étaient exercées pour cela. D'ailleurs, un ambassadeur s'est très rapidement félicité de ce remplacement sur les réseaux sociaux. Il a félicité le nouvel entrant. Non, mais pas féliciter le nouvel entrant, mais en disant que l'intérêt pour ce qu'il représente au Togo, c'est la bonne gouvernance financière. Bon, il est certainement dans son rôle. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais à l'ANC, ce n'est pas telle ou telle personne, la tête de telle ou telle personne qui nous pose problème. C'est le système, c'est la gouvernance en elle-même qui pose problème. Si M. Ayassor est resté là-bas pendant 10 ans, c'est parce que le travail qu'il faisait convenait à M. Fogna Sibé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce travail ne convienne plus? C'est ça qui m'intéresse. Et je n'ai pas la réponse. Pourquoi pendant 10 ans, M. Fogna Sibé a considéré que M. Ayassor faisait bien son travail, et puis tout d'un coup, très rapidement, nuitamment, on décide de le remercier. Et puis remercier un ministre dans ce régime RPT-UNIR, c'est du folklore. Parce que tous se retrouvent en tant que conseillers à la présidence ou président de telle institution ou autre. Où ils continuent encore à profiter des largesses du régime. Et on doit se contenter de cela. Non. Ce que nous nous demandons, c'est une transformation, une prise de conscience du régime dans sa totalité. L'opacité avec laquelle ce régime dirige ce pays doit cesser. Parce que quand vous prenez M. Ayassor, on peut citer tous les ministres. On aura le même fondement de gouvernance. On aura la même attitude, on aura la même chose à leur reprocher. Et quand vous prenez les directeurs des sociétés d'État, la même chose. Enrichissement illicite, enrichissement rapide. Il suffit que demain, M. Niaoui, vous soyez nommé ministre, 6 mois après, vous aurez une maison de 2 millions, de 200 millions. Si vous restez là pendant 3 ans, vous aurez une maison à Paris. Est-ce que c'est votre salaire de ministre qui vous permet de telles choses? Il suffit que vous soyez haut fonctionnaire dans les impôts ou à la douane. Il suffit que vous soyez directeur de société d'État pour que vous deveniez riche. La question fondamentale que nous nous posons à l'ANC, est-ce que la politique est la voie royale pour devenir riche? Nous disons non. Quand on fait de la politique, c'est pour se mettre au service du peuple. Faire en sorte que le pays se développe sur le plan social, sur le plan économique, pour que chaque Togolaise et Togolais ait de l'eau à boire, vive décemment, ait 2 ou 3 repas par jour, ait le minimum vital. C'est ça la raison qui motive notre lutte. Ce n'est pas pour s'enrichir. En face de nous, on a le sentiment qu'on fait de la politique pour devenir riche dans ce pays. Je n'ai jamais vu dans les pays évolués, dans les pays européens, des cas comme ça. Nos ministres et chefs d'État sont plus riches que François Hollande. Vous allez sur les sites dédiés à la transparence politique en France, vous verrez le patrimoine des ministres et même du chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons au Togo. C'est pour cela que la proposition de loi qui a été introduite ne pouvait pas être acceptée. Le jour où M. Fogna Sibé ou ses ministres vont étaler
Leurs biens, le Togo va sombrer dans le néant. Et si vous cumulez leurs biens par rapport à la dette extérieure du pays, il y aura une question très importante à se payer, à se poser. C'est pour ça que nous disons, il faut faire en sorte que les réformes que nous préconisions aillent. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'organiser une quelconque chasse aux sorcières. Nous disons qu'ensemble, nous devons pouvoir trouver des solutions pour organiser ce pays de sorte que la gouvernance soit une affaire de tous et qu'elle soit transparente dans l'intérêt bien compris du peuple togolais. Alors, mais Eric, depuis quand on voit le cas Ayassor, par exemple, un ministre qui, tout le monde pensait qu'au dernier remaniement ministériel, c'est-à-dire l'arrivée de Komi Klassou, il allait être délogé du gouvernement, mais au contraire, il est devenu le seul ministre d'État avec plusieurs d'autres fonctions qui sont ajoutées, et que un an, quelques mois après, il sortent comme ça, on se dit forcément qu'il a dû se passer quelque chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous dis, si vous ajoutez encore de l'eau à mon moulin, si M. Fogna Sibé l'a gardé à ce poste pendant 10 ans, et qu'il a même eu une promotion en devenant le seul ministre d'État dans le gouvernement, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, les gens se disent que le nouveau ministre de l'économie et des finances, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce qu'on n'oublie pas que Ayassor n'est pas économiste. Ayassor, c'est un juriste. Maintenant, c'est un économiste pur et dur qui a été amené là-bas. Nous avons connu des ministres des Finances éminents, capables dans ce pays, des intellectuels qui sont venus, des banquiers qui sont venus pour diriger soit la primature, soit l'économie de ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien, tout simplement parce que nous avons un régime qui écrase toutes les compétences au profit de cette minorité dont parle M. Fogna Sibé et que lui seul connaît parfaitement et qu'il organise à sa guise. C'est ça le problème qui nous interpelle et qui doit nous interpeller. Cette minorité qui accapare les richesses de ce pays, M. Fogna Sibé la connaît. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, personne, vous-même demain vous serez nommé ministre, vous ne ferez jamais ce que vous avez l'intention de faire dans l'intérêt du peuple togolais. Si demain, moi, on me proposait d'être ministre, dans ces conditions-là, je refuserai. Parce que je n'irai pas dans un gouvernement pour m'enrichir, mais j'irai dans un gouvernement pour me mettre au service de ce peuple. C'est la différence qu'il y a entre moi et ceux qui sont au gouvernement actuellement. Certains estiment que d'autres ministres doivent également partir. Ce n'est pas tel ou tel ministre qui m'intéresse, c'est le régime qui doit être remis en question. Vous enlevez tel ministre, vous mettez quelqu'un d'autre à la place. Vous savez, les premiers ministres, avant M. Klassou, il y a eu d'autres ministres. Avant, il y a M. Humbo. M. Humbo, un expert comptable. Toutes les bonnes intentions, qui voulait changer le Togo qui a son cabinet au Canada. Un monsieur qui est togolo-canadien. Un monsieur qui a travaillé dans le système des Nations Unies. Qui maîtrise la gouvernance politique. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Avant lui, il y en a d'autres qui ont effectivement des compétences. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Tout à l'heure, nous parlions d'un parti politique ami qui a des difficultés. Maître Agboibo a été un opposant de vieille date, a été Premier ministre dans ce pays. Est-ce qu'il a eu les mains libres pour faire ce que lui, en tant qu'opposant, a voulu faire? En 91, au lendemain de la conférence nationale, M. Kofigo a été Premier ministre dans ce pays. Comment il a fini? Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de système. Je vous dis, le Togo n'a rien à envier à la Corée du Nord.
Il faut que ça soit bien compris par tout le monde. Ah bon, la comparaison, elle est quand même très dure. Hein. Non, elle n'est pas dure. C'est une réalité. C'est une Parler réalité. de la Corée du Nord, un pays... C'est une réalité. Quand vous ouvrez bien... Une dictature pure et dure. Quand vous ouvrez bien les yeux, quand vous voyez, quand vous suivez tout ce qui se passe quotidiennement dans notre pays, on n'est pas loin. On n'a rien à envier à la Corée du Nord. Je pèse mes mots. Mais dans quel pays on refuse le dialogue? Dans quel pays on refuse de faire des réformes quand nous-mêmes nous avons signé un accord au lendemain du drame qu'a connu notre pays? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'accord politique global est venu au lendemain de 2005. De 2005, qui a connu plus de 1000 morts dans notre pays, et qu'on s'est engagé à éviter ça pour notre pays. Souvenez-vous du discours de M. Fogna Sibé à Tapamé. Plus jamais ça. 10 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Heureusement qu'il n'y a plus jamais eu ça. Hein. Il n'y a plus de morts. Mais c'est tout simplement parce que les responsables politiques ont freiné les populations à un moment donné en disant donnons la chance à la discussion, donnons la chance à la capacité de trouver le consensus. Mais on se rend compte que 10 ans après, c'est toujours la dictature qui est là, qui ne veut pas s'en aller. La transparence dans la gestion de la chose publique. On va en parler tout à l'heure. On va parler de Server, on va parler de Wassem, et puis il y a d'autres scandales. L'impunité. Les personnes qui ont été citées dans le rapport des Nations Unies, je veux parler du rapport d'Idoudienne. Est-ce que ces personnes ont été inquiétées? Jusqu'à présent, non. Non. Les crimes économiques. Le chef de l'État lui-même dit qu'il y a une petite minorité qui accapare les richesses de la nation. Qu'est-ce qu'il a fait contre la corruption? On a créé des institutions qui ne fonctionnent pas pour contrôler les dépenses de l'État. Ça ne fonctionne pas. La Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui? La loi de règlement à l'Assemblée nationale, l'opposition s'est battue pendant des années. Quand je dis que c'est un pays totalitaire, c'est vrai, c'est-à-dire que ceux qui dirigent ce pays s'imaginent qu'il n'y a que eux seuls qui ont tous les droits dans ce pays. Eux sont là pour vous imposer ce que vous devez faire, et eux s'autorisent à violer la Constitution, à violer allègrement les lois de la République, sans rendre compte. Quand on demande la limitation des mandats à 2 ans, pourquoi? C'est tout simplement parce que si vous êtes élu pour 5 ans, vous savez qu'au terme des 5 ans, vous allez rendre des comptes aux populations pour qu'elles vous accordent un nouveau mandat de 5 ans. Mais en tout état de cause, au bout des 10 ans, vous rendez des comptes. Si vous avez commis des crimes, vos crimes vont vous rattraper, au plus tard, dans 10 ans. C'est normal. Vous êtes là pour gérer un bien commun à un moment donné. Mais si vous refusez cela et que, au bout de 15 ans, vous ne voulez pas quitter, vous voulez être là jusqu'à la fin de votre vie, c'est parce que vous vous autorisez tout, y compris les crimes politiques et économiques, et parce que vous considérez que vous n'avez de compte à rendre à personne. Et pour vous conforter dans cette position, vous truffez les élections de fraude, de malhonnêteté, pour pouvoir vous imposer au peuple contre sa volonté. Moi, j'appelle ça de la dictature. D'accord. Troisième sujet de cette émission, c'est que le remplacement de Hadji Otet Tayassor intervient dans un contexte où on parle de l'affaire dite des Panama Papers, cette affaire qui secoue l'opinion nationale. Alors, d'abord, dites-nous quelle appréciation, Eric Dupuis, vous avez des journaux qui ont quand même réussi à faire une enquête pour sortir ces révélations-là. Moi, je dois tirer un chapeau pour les journalistes togolais. Dans leur ensemble, hein, ils font un travail extraordinaire. Malgré la liberté restreinte, malgré les intimidations, les menaces
les pressions diverses qu'ils subissent, ils font un travail fouillé. Hein. Parfois, ils nous épinglent, nous aussi, et nous l'acceptons parce que nous savons ce que c'est que le fair play, parce qu'ils sont pressés de voir finir ce système, et ils ont l'impression que nous ne réagissons pas assez rapidement à leurs sollicitations. Mais ils doivent comprendre aussi que notre pouvoir est limité. Dénoncer, mais si des actions concrètes n'accompagnent pas la dénonciation, ça ne sert à rien. Et que contrairement aux journaux qui ont le scoop, qui ont la primauté des informations, les politiques que nous sommes ne courent pas après cela, ont plutôt intérêt à la réflexion, à l'analyse, avant des prises de position. Donc je tiens à les féliciter. Il n'y a pas que Panama Papers, il y a eu d'autres. Je me rappelle, il y a quelque temps, l'année dernière, il y avait Servair, les actionnaires de Servair. Et puis en 2014, GFI, les flux illicites que nous avons analysés. Et Jean-Pierre Fabre avait pris ça à cœur et avait fait une conférence de presse très appréciée. Très réticente. Donc, vous voyez, Jean-Pierre Fabre est visionnaire parce que ce qu'il avait dit à l'époque, on en a la preuve aujourd'hui. Il en avait parlé aujourd'hui en se référant aux flux illicites. On trouve aujourd'hui Servair, on trouve Wassem qui s'inscrivent toujours dans cette organisation de fuite de capitaux et de fraude fiscale. Donc tout ça là est cohérent avec ce que Jean-Pierre Fabre disait il y a 2 ans. Quand on avait eu le document l'année dernière sur Servair, Jean-Pierre Fabre, si ma mémoire est bonne, en date du 24 mai, avait adressé un courrier au Premier ministre pour lui demander des explications. Et lui demander notamment de lui confier, comme l'impose au gouvernement la loi, des éléments sur certaines sociétés, c'est-à-dire la constitution du capital de ces sociétés, copie des statuts, le rapport annuel de gestion de ces entreprises, ainsi que la part de l'État togolais dans le capital de ces sociétés. Et parmi ces sociétés, je vois Wassem. Wassem, Sazov, Global, Mercantz, Granui, Togo, SNCT, Sicaré, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas répondu. Donc je pense que M. Fabre, le chef de file de l'opposition, a relancé cela. Parce que ce qui se passe dans Panama Papers, c'est le manque de transparence. Il y a eu une petite confusion de la part de certains journalistes et c'est très inquiétant d'ailleurs parce que il ne faut pas perturber nos populations, il faut dire la vérité à nos populations. Ce n'est pas l'actionnariat en lui-même qui pose problème. On ne peut pas reprocher à M. Classou d'avoir des actions. Aucune loi ne l'interdit. Bien au contraire. Bien au contraire. Avoir acheté des actions, c'est une manière de participer au développement économique de son pays. Et d'ailleurs, dans les pays développés, je veux citer la France, il y a eu une incitation fiscale à travers les valeurs mobilières, que ce soit à travers les SICAV ou les fonds communs de placement, pour orienter l'épargne publique vers les entreprises. Si vous investissez dans les valeurs mobilières, vous bénéficiez d'une réduction d'impôts, vous bénéficiez d'un avoir fiscal par rapport aux impôts payés sur l'impôt des sociétés par la société dont vous détenez les actions. Donc on ne peut pas
reprocher aux gens d'avoir des actions. Mais quand... Moi-même, en tant que banquier, j'ai vendu des produits financiers, j'ai vendu des valeurs mobilières. Et j'ai conseillé aux gens d'avoir dans leur patrimoine des valeurs mobilières, parce que ça a son intérêt. Et demain, si Jean-Pierre Fabre est au pouvoir, nous allons promouvoir le développement de l'actionnariat dans notre pays. Pas seulement au niveau des populations, mais au niveau des salariés. Pourquoi ne pas imaginer la participation des salariés dans le capital des sociétés? Ce que nous disons, et qui est condamnable, c'est que au Togo, l'actionnariat est réservé à quelques initiés. Et ces initiés, malheureusement, c'est cette minorité qui accapare les richesses des pays. Alors, mais est-ce que vous ne trouvez Attendez, pas... c'est très important, il faut que je termine mon raisonnement. Je vais aller très vite. C'est très important, il faut que les populations comprennent très bien. Ce que nous disons, c'est que ces initiés n'acquièrent pas ces parts sociales de manière transparente. Et je vais vous citer un exemple, je vais vous donner un exemple qui va peut-être éclairer nos populations. Prenons par exemple le ministre qui commande des véhicules, qui renouvelle un parc d'automobiles et qui négocie avec un constructeur automobile. Et en contrepartie, le constructeur offre à sa femme, par exemple, une voiture de luxe d'une valeur de 50 millions. Il s'agit d'une corruption. C'est condamnable. Parce que ces ministres ne sont pas là pour s'enrichir. Ils sont là pour travailler pour le peuple. Là, il y a une confusion de rôle. Il y a l'utilisation de son poste de responsable politique ou de responsable de la chose publique pour pouvoir s'enrichir. C'est ça qui est condamnable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que une entreprise qui vient investir au Togo dit à l'intermédiaire, qu'il soit ministre ou directeur de ceci, hein, on vous offre 10% ou 3% des actions et ça facilite le travail. Je dis non. Ce n'est pas le rôle de ces gens-là. Ça s'appelle de la corruption, de la concussion. Il faut lutter contre ça. C'est ça qui mine nos pays. Maintenant, un autre problème concernant Wassem. Il est clair dans la loi qu'une société minière ne peut pas se situer dans la zone franche. Or, Wassem est dans la zone franche. Ça fait plus de 10 ans que Wassem existe. Est-ce qu'elle est toujours dans la zone franche? La question est posée, il me semble qu'elle y est toujours. Cervère, elle était dans la zone franche. 10 ans après, pour respecter la loi, on change de nom. Catherine Lomé est de nouveau dans la zone franche. Ça, ce n'est pas bon. Et là, on comprend le système, c'est-à-dire que pour... Vous savez, quand vous êtes dans la zone franche, vous êtes exonéré d'impôts et de certaines taxes. Ça augmente les dividendes de nos amis, de cette minorité qui s'enrichit aux dépens des populations togolaises. Et on exonère fiscalement cette société pour augmenter ses dividendes. Et quand on regarde le budget de l'État, la participation de cette entreprise dans le budget de l'État reste dérisoire. Et maintenant, le troisième point, c'est la société écran qui existe en forme de holding derrière Wassem, c'est-à-dire que c'est une société qui détient une partie importante des actions de Wassem, mais qui n'a pas d'activité réelle, mais qui facture des services, entre guillemets, qui surfacture, on peut dire. Même, je dis facture, qui facture des services qui n'existent pas.
Et cela pour faire sortir de l'argent. Pour faire sortir de l'argent. En faisant sortir de l'argent, on diminue le résultat de l'entreprise. Oui. Et donc les taxes qu'on doit payer. Donc on diminue les taxes qu'on doit payer, on diminue les impôts. Et cet argent-là se trouve ailleurs, dans les pays qu'on appelle paradis fiscaux, parce que le système d'imposition est faible, voire nul dans ces pays-là. C'est ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. C'est ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. Et là, lorsque vous êtes... Et à partir de ce moment-là, si nos actionnaires qui sont à la tête des institutions de nos pays sont au courant et cautionnent de tels agissements, c'est condamnable. Ça voudrait dire que, d'une part, il y a une autre façon de rétribution qui se trouve au niveau de la holding et qui échappe à tout contrôle togolais. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué... Vous avez très bien expliqué. Alors, vous savez, hein, il y a dans cette affaire de Wassem une polémique qui engage la deuxième vice-présidente de l'ANC et qui circule sur les réseaux sociaux. Je vais simplement vous lire un extrait d'un article, peut-être pour les téléspectateurs, où on dit, parce qu'il est reproché à l'ANC de n'avoir pas réagi depuis que le scandale d'évasion fiscale a été publié par les médias. Et dans l'article, on dit que l'ANC n'a d'ailleurs jamais réagi sur Wassem en dépit de la réputation de cette société accusée régulièrement de s'asseoir sur la législation sociale de notre pays et les règles élémentaires de sécurité applicables dans une usine. Et pour cause, sa deuxième vice-présidente, Isabelle Manavi Ameganvi, qui s'est opposée à toute déclaration du parti lors d'une réunion, vous nous direz si c'est le cas, du bureau cette semaine, est l'avocate de Wassem. Alors, ça continue plus loin. Alors, ce sont des contes vérités. Il n'y a pas eu une seule réunion sur Wassem. Il y a eu un comité politique jeudi dernier et on a évoqué Wassem. Et c'est moi qui ai parlé du fonctionnement des actions, de l'actionnariat. Et je vais vous dire une chose. Ce jour-là, Isabelle Manavi Ameganvi n'était pas au comité politique. Donc ça, c'est fantaisiste comme raisonnement. D'accord? Maintenant, que Maître Isabelle Manavi soit avocate de Wassem, c'est également faux. C'est le cabinet dans lequel travaillait. C'est-à-dire le cabinet de Maître Harry Comelan. Donc c'est totalement faux. C'est une confusion totale. Parce que je vais continuer l'article. On dit en effet, elle est associée depuis 2 décennies au cabinet de Maître Harry Comelan, qui est le conseil des sociétés Wassem, Fortia Cement, ATS, Togo Rail et Diamond Cement, tous appartenant au groupe Wassem SA des Indiens. Mais oui, donc vous voyez qu'il y a une contradiction. C'est pas parce que vous travaillez dans un cabinet qui est conseil de tel que vous êtes avocat de tel. Ça aussi, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement des cabinets d'avocats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et même, si Isabelle Ameganvi était avocat de cette société, n'en a-t-elle pas le droit? Un avocat a prêté serment de défendre le veuve et l'orphelin. C'est son engagement. Ça ne veut pas dire qu'en défendant cette société, elle puisse s'inscrire dans autre chose en disant non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est du n'importe quoi. Maintenant, au début de votre lecture, vous avez dit que l'ANC n'a pas répondu. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en date du 24 mai 2016, Jean-Pierre Favre, chef de file de l'opposition, a écrit au ministre. Au Premier ministre. Et dans sa lettre, il disait, dans la parution du mardi 3 mai 2016, 2 journaux, le quotidien Liberté et le bi-hebdomadaire Alternative, ont publié le tableau. Publication le 3 mai. Réaction de l'ANC le 24 mai. Parce que nous sommes des gens responsables. 21 jours après. Nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas des journalistes qui sautons à pieds joints sur l'information pour pouvoir faire du scoop. La communication politique n'a rien à voir
avec du journalisme. Nous avons le devoir, par respect de nos populations, d'analyser d'abord, prendre du recul et d'analyser les choses. prendre du recul, d'analyser le contenu des allégations, voir sur le plan juridique quelles sont les attaques appropriées. Sur le plan politique, est-ce que nos réactions sont conformes à la ligne politique de notre parti? Et puis, sur le plan économique, quel est le contenu qui intéresse nos populations, qui nous intéresse, qui intéresse notre parti politique? Je suis désolé de dire à ces personnes qu'un parti politique n'est pas là pour subir les diktats de certains journalistes qui eux-mêmes, pour la plupart, ne savent pas de quoi ils pensent, ils parlent. Parce que certains, je suis souvent sur les plateformes, certains journalistes n'ont aucune culture financière. Aucune. Et ces gens-là donnent des leçons sur l'actionnariat. Bon, en tout cas, les journalistes, eux, ils relaient l'information. Moi, par exemple, je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier. Je n'ai aucune culture sur les finances. Lorsqu'il y a une information qui touche le domaine, je peux en parler. Le journaliste est un fourre-tout, M. Dupuis. Monsieur Niaoui, que vous releviez une information, d'accord. Mais que vous donniez des leçons en matière politique ou en matière financière, je dis non. Est-ce que vous dites cela parce qu'une responsable de l'ANC est citée? Non, je dis cela parce qu'on me dit que l'ANC n'a pas répondu à temps. Quel est le timing que le journaliste m'impose à moi en tant que responsable politique? Est-ce que c'est son rôle de me dire de répondre en 2 jours ou en 3 jours? Je pense que son rôle aussi, et ça il n'a pas fait, c'est de demander au Premier ministre de répondre à la lettre du chef de file de l'opposition qui lui a été adressée le 24 mai concernant une affaire que les journalistes avaient soulevée. Qu'est-ce que les journalistes ont fait en ce sens? Je pose la question. Ce document a été largement publié. Tous les journalistes l'ont en main. Au lieu de dire que l'ANC n'a pas réagi rapidement à l'événement en cours, je pense que le journaliste consciencieux devait dire mais pourquoi monsieur le Premier ministre n'a pas répondu à l'interpellation du chef de file de l'opposition en date du 24 mai. Je précise que dans ce document, monsieur Jean-Pierre Fabre demandait des informations sur Ouassem. Si le Premier ministre avait donné des informations sur Ouassem au mois de juin, ça aurait résolu une bonne partie de nos inquiétudes, puisque nous lui demandons de nous communiquer l'actionnariat, la répartition du capital de Ouassem et la part de l'État togolais dans le capital de Ouassem. Je pense que ceux qui nous reprochent de ne pas avoir répondu promptement à leur sollicitude devaient aussi soutenir ce document-là et s'interroger de savoir pourquoi le gouvernement refuse de communiquer, comme le lui indique la loi, les éléments demandés par le chef de file de l'opposition. Mais sur le cas Isabelle Améganvi, je continue une partie de ce qui est publié. Le conflit d'intérêts est inévitable et établi, c'est l'article qui le dit, car Isabelle Améganvi, qui se présente à l'instar de ses amis de l'ANC comme la défenderesse des pauvres et du bas peuple, est en même temps celle qui va au tribunal défendre Ouassem contre les poursuites des employés lésés et surexploités. Vous savez, ça n'a pas de sens. Même ce que vous venez de dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous dites ça? Ça n'a pas de sens parce que est-ce qu'ils en ont la preuve? Tout à l'heure, il y a une confusion dans ce qu'il a dit. Il parlait du cabinet où ils sont associés. Et on parlait d'Isabelle, avocate de... Il a situé, il dit, elle est avocate de Ouassem parce que associée au cabinet
il a situé. Bon, vous êtes dans un cabinet d'avocats, vous êtes avocat de ceci. Donc ça veut dire que vous êtes amené à défendre forcément si vous êtes dans le cabinet. Mais quand vous êtes 2 ou 3 avocats dans un cabinet, vous pouvez avoir des clients divers. Bien sûr. Chacun peut avoir un portefeuille de clients. Est-ce que cette personne est allée vérifier quels sont les portefeuilles que détenait Isabelle Améganvi dans cette affaire? Est-ce que ce que vous dites, c'est que Isabelle Améganvi n'a jamais défendu Ouassem? Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas dans le cabinet, je suis un homme politique. Vous posez un problème qui n'a même pas lieu d'exister. Mais là, c'est des journalistes qui ont fait des investigations et qui ont découvert des choses qu'ils ont publiées. Vous laissez passer les choses qui sont les plus importantes pour venir. Ça, c'est du... Oui, mais là, le cas Ouassem, c'est le cas qui est sur la scène aujourd'hui. On sait la situation que vivent les travailleurs de Ouassem, M. Dupuis. Quel est l'intérêt? Tout le monde est au courant aujourd'hui de cette situation. Moi, je vais vous dire une chose. Et quand on découvre, par exemple, qu'une des tenants de l'ANC qui doit protéger ces populations, faire des lois, en fait, pour que ces populations soient protégées, quand des choses la mettent en cause, comme étant celle qui défend ceux-là. L'absurdité de ce texte, je vais vous la démontrer. Vous voyez, moi, en tant qu'homme politique, en tant que membre du sommet de l'ANC, jusqu'à la publication de ce document, je ne savais pas que le cabinet de Maître Conan était conseil de Ouassem. Je ne le sais pas. J'ai découvert ça dedans. Et ce journal tendancieux dit que c'est pour ça que nous n'avons pas réagi. Je suis le responsable de la communication du parti. Déjà, c'est orienté, c'est fallacieux, ça ne tient pas debout. À partir de ce moment-là, moi je n'ai même pas de considération à accorder à la suite. Parce que cette personne touche à mon intégrité d'abord. En tant que chargé de communication. En tant que responsable de la communication. Du parti. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, ça là, pour moi, ça n'a pas de sens. Je suis quelqu'un de foncièrement, fondamentalement honnête. Deuxième chose. Quand il y avait eu les problèmes de Ouassem concernant les salariés, nous avons dépêché 3 députés qui ont rencontré les salariés, qui ont voulu rencontrer les patrons, ça n'a pas pu se faire, qui ont rencontré le chef de Tablibo et qui ont fait un rapport. Le gouvernement a été interpellé à l'Assemblée nationale, dirigé par la présidente du groupe parlementaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un débat important qui se pose. Ouassem. On nous dit, ah, si l'ANC en 2 jours n'a pas réagi, c'est parce que... Mais de quel droit ce journaliste peut s'arroger le droit de me donner à moi un timing où ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je lui dis à lui ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire? Respectons chacun. Nous savons tous que nous sommes dans une dictature, mais nous ne devenons pas des dictateurs, nous non plus. Ne devenons pas des dictateurs. Et là, la question, non, la question fondamentale qui me touche. Il me semble que vous voulez éviter la question. Non, je n'évite du sujet, c'est-à-dire Isabelle Améganvi, qui est 2e vice-présidente de l'ANC, présidente du groupe parlementaire ANC, est associé au cabinet Comelan. Je vous dis que je ne le sais pas. Avocat de Ouassem. Je dis. Eh bien, l'article vous a permis de le savoir, monsieur Dupuis. Et alors? Et vous dites que c'est pour ça que je n'ai pas répondu à temps? Non, moi je ne vous tacle pas sur ce point-là. C'est vous qui réagissez. Vous lisez. Moi je vous lis pour vous amener à ce qu'ils appellent ici un conflit d'intérêts. Vous lisez quelque chose qui est là. Et j'espère que celui qui vous envoie les questions ou qui étaye votre raisonnement, parce qu'on peut, avec ça, WhatsApp, réagir dessus, je vous dis que c'est totalement absurde. C'est totalement absurde, ça n'a pas de sens. Moi, en tant que responsable de la communication de l'ANC, vous n'étiez pas au courant. Je n'étais pas au courant. Donc, cette personne-là, qui m'accuse déjà de n'avoir pas réagi à temps, parce que quelqu'un de malhonnête. Mais là, ça, c'est la première chose. La chose, ça, c'est la première chose. Vous semblez éviter le fond de la chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais Madame Améganvi, en tant qu'avocate,
a le droit de défendre qui elle veut. C'est-à-dire qu'elle peut défendre aussi Ouassem. Bien sûr, mais qu'est-ce qui l'empêche? Mais là, il se trouve qu'elle est aussi responsable politique, donc elle est engagée dans la défense des minorités, de la majorité qui vit dans la pression de la minorité qui s'accapare les richesses. Donc, les gens de Ouassem. Ah bon? Tu as vu par exemple les morts qu'il y a eu l'année dernière là-bas. Tout cela, Mme Ameganvi se devait par exemple de prendre le devant et de condamner. Elle a condamné, en tant que députée, elle a condamné puisque nos députés se sont rendus là-bas et ont fait un rapport et qu'il y a l'Assemblée a été saisie de cela. Mme Ameganvi est avant toute chose la présidente du groupe parlementaire et une action menée par nos députés passe par elle. Il faut savoir ce que l'on dit. Mais là, si par exemple elle est avocate, enfin associée au cabinet, et puis au cabinet Comelan, maître Comelan, est-ce que le conflit d'intérêts n'est pas évident? Vous connaissez la loi. Quand on est député, on ne peut plus être avocat et agir pour l'intérêt de l'État ou contre l'intérêt de l'État. Donc à partir du moment où Mme Ameganvi est députée... En fait, l'État, c'est tout le monde, monsieur Dupuis. Non. L'administration. C'est-à-dire qu'il y a une loi elle doit défendre l'administration, c'est ça? Non, elle ne peut plus défendre une affaire qui concerne l'administration, soit pour l'administration ou contre l'administration. Parce que là, il y aurait un conflit d'intérêts. Un avocat, du moment où tu deviens député, élu de la nation, certaines choses, ce qu'on lui reproche, elle ne pourra plus le faire. Donc c'est totalement faux. C'est-à-dire, même si elle voulait, elle ne peut pas défendre les employés. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est interdit par la loi. Et vous pensez que c'est dans cette logique qu'elle se trouve? Et ceci, depuis qu'elle a été députée, ce n'est pas seulement 2013, depuis qu'elle a été députée, puisqu'entre-temps, elle avait été chassée de l'Assemblée nationale, mais elle était sous toujours cette loi-là. Oui, mais dans ce cas, est-ce que vous avez, par exemple, des informations sur le fait, par exemple, qu'elle soit toujours associée à ce cabinet-là? Mais si elle est dans ce cabinet-là associée, le travail, on parle d'avocat elle ne peut plus l'être. Parce que si elle est associée, forcément, elle perçoit des perdièmes. Bon, vous savez, elle perçoit des dividendes en fin d'année, et puis elle peut faire même des conseils. Mais dans ce cas, si elle reste associée à un cabinet qui défend Ouassem, et qu'elle perçoit des dividendes de ce cabinet-là, alors que Ouassem est mise en cause pour le traitement même des employés, ce qui est inhumain, et également pour les évasions fiscales. Ça veut dire par ricochet. Bon, je vais vous donner un exemple tout à fait bête. Moi, je suis actionnaire dans Ouassem. Un exemple. Je suis actionnaire dans Ouassem. Vous ne l'êtes pas? Non, je ne le suis pas. D'accord. Et que je n'étais pas au courant de ces malversations. Je touche des dividendes. Quel est le crime que j'ai commis? Là, nous parlons d'Isabelle Ameganvi, députée de la République. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je dis, je suis actionnaire de Ouassem. Je ne suis pas au courant des malversations. Je touche mes dividendes. Quel est le crime que j'ai commis? Aucun. Vous voulez parler de la loi que vous ne maîtrisez pas. Mais là, nous parlons d'Isabelle Ameganvi, qui est bien au courant des choses qui se passent à Ouassem et qui reste associée d'un cabinet qui défend Ouassem. Vous portez des accusations graves, monsieur Niaoui. C'est vous qui avez dit qu'elle reste associée et qu'elle perçoit des dividendes. C'est vous qui l'avez dit, je ne l'ai jamais dit. Vous avez dit que Isabelle Ameganvi est associée des cabinets. Du cabinet de Maître Comelan, qui est avocat de Ouassem. Je dis que ça... Et donc, forcément, elle perçoit des dividendes. Je dis que ça, je ne le savais pas avant que vous l'ayez publié. Je ne l'ai pas publié, c'est d'autres qui l'ont publié. Moi, je vous ai lu ce qui a été publié. Je suis quelqu'un de très vigilant. Je vous ai lu ce qui a été publié. Je ne l'ai pas publié. Et vous avez confirmé également l'avoir lu. Monsieur Niaoui, je suis quelqu'un de très vigilant et je ne dis pas n'importe quoi. Je ne vous ai jamais dit ce que vous venez de dire. Vous avez dit, parce qu'en parlant des cabinets de Maître Comelan, je vous ai posé la question si elle était toujours associée. Je vous ai dit que... Elle n'a pas le droit, en tant que députée de la nation, de défendre... Comment voulez-vous que je vous réponde quand je ne le sais pas? Je vous ai dit au départ que je ne le savais pas. Je l'ai appris là-dessus. Et je vous ai dit, et même si elle était associée dans le cabinet de M. Comelan, quel est son crime? C'est une question que je pose. Alors que le cabinet défend... Et je vous dis, et même, on peut être associé dans un cabinet sans être avocat d'eux. Et j'ai dit, dans un cabinet, les avocats peuvent avoir
des portefeuilles divers. Et puis même, l'avocat a pour mission de défendre le veuve et l'orphelin. Et dans le cas d'espèce, c'est la veuve et l'orphelin qui sont lésés, M. Je termine. Je suis quelqu'un de très rigoureux et je veux que vous le sachiez. En fait, nous aussi, nous avons de la rigueur journalistique qui nous impose un certain nombre de choses. Quand vous dites des choses, nous avons le droit de rebondir dessus pour que vous puissiez réagir en même temps. Bon, écoutez, maintenant, continuez à parler, je vous écoute. C'est moi qui devais vous écouter, en fait. Mais je vous parle, vous me coupez. Mais quand vous soulevez des points importants, il faut que je réagisse également. Si vous devez m'écouter... C'est le principe du Si vous devez m'écouter, vous me laisseriez parler. D'accord? C'est la moindre des choses. Bon. Je vous disais donc qu'en plus de cela, la position de Mme Améganvi en tant que députée lui interdit de rentrer dans ce débat en tant qu'avocat. Et c'est clair, vous vérifiez le texte de loi. Je ne connais pas la loi, mais c'est dans la Constitution. Elle ne peut pas. Donc vous lui reprochez quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Soyons honnêtes. Je sais, je comprends que l'objectif de certains, c'est de s'attaquer à Mme Améganvi et à travers elle, l'ANC. Je vous ai avoué humblement que moi, en tant que responsable de la communication de l'ANC, je n'étais pas informé du fonctionnement de la profession de la première vice-présidente. Je ne suis pas au courant. Mais on m'accuse, moi, que je refuse de prendre une position dans cette affaire à cause de Mme Améganvi. Et on va jusqu'à écrire que Mme Améganvi s'est opposée lors d'une réunion importante du parti. C'est de la fabulation. À partir du moment où tout ce raisonnement est basé sur de la fabulation, tout le reste m'importe peu. Je ne discute pas des choses comme ça. Si la personne qui a écrit cette chose avait commencé une analyse sérieuse et responsable, oui, mais dans la mesure où... Est-ce que c'est pas parce que ça vous touche que vous dites ça? Moi, ça me touche, oui, parce qu'on a menti sur mon compte. Parce que si c'était par exemple une affaire qui concernait le gouvernement, on s'imagine que votre raisonnement aurait été différent. Monsieur Niaoui, si on m'avait tout simplement coupé le haut en disant que voilà, Isabelle Améganvi, c'était mon raisonnement aurait été différent. Si on n'avait pas ajouté, par exemple, que l'ANC n'a pas réagi, et que si on n'avait pas ajouté que c'est parce que l'ANC n'avait pas réagi, et que Isabelle aurait dit lors d'une réunion importante, si on n'avait pas dit ça, ma réaction aurait été peut-être différente, et je me serais cantonné sur la partie juridique de l'information. Mais à partir du moment où cette histoire a été menée sur des mensonges, sur des contes-vérités, je m'insurge contre le reste. Parce que je suis quelqu'un d'honnête et transparent. D'accord, merci Éric Dupuis, nous avons compris. C'est une affaire à suivre. Nous aurons naturellement peut-être le temps de revenir si Isabelle Améganvi permet. Peut-être qu'elle viendra elle-même s'expliquer dans cette émission. Je ne pense pas qu'elle perdra son temps à venir répondre à ces balivernes. Vous pensez que c'est des balivernes? Tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses, d'autres choses qui sont dites parce que je n'ai pas lu tout le test là. Parce que c'est des affaires de famille qui pour nous, ne convient pas de rentrer dedans. En tout cas... Monsieur Niaoui, je ne connais pas votre famille. Si votre sœur a épousé un bandit... C'est pour cela que nous ne sommes pas rentrés dedans. C'est un débat que nous pensons... Épouser un voyou qui se trouve en prison, vous n'en êtes pas... Fort heureusement que ma sœur n'a pas épousé un bandit. Ni votre sœur n'est responsable, ni vous-même n'est responsable. C'est pour cela que nous ne sommes pas rentrés. Donc ces insinuations, à ce qui concerne exclusivement Isabelle Améganvi. Ces insinuations, vous savez... Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez le droit d'acheter des actions si vous en avez envie. Vous avez le droit de prendre des positions politiques si vous en avez envie. Personne n'a le droit de vous juger si vous-même, vous ne commettez pas un crime. D'accord, c'est très clair, Monsieur Dupuis. Merci. Merci Éric Dupuis d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à un œil sur l'actualité de ce jour. Nous reviendrons naturellement sur ce sujet dans les autres numéros de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi, à l'étranger également sur le www.lcftogo.com. Je vous retrouve dimanche prochain.